Bonjour chers internautes de jnlcongoacademy.com. Aujourd'hui dans notre rubrique La culture en trois dimensions, nous allons recevoir M. Teddy Mfitou qui va venir nous présenter son nouveau livre Notre ipséité courtélinesque. Ce livre est édité par les éditions de l'Érablière et préfacé par Jean-Marie Goubal-Kalala. M. Teddy Mfitou, vous le connaissez, il est déjà passé ici l'année dernière pour nous parler de son livre Congo et Grégor du monde. Aujourd'hui, il nous revient avec notre ouvrage. Vraiment, je vous conseille de l'acheter le livre et de le lire parce que c'est un livre qui contient beaucoup de trésors cachés. Merci bien. Suivez. Bonjour, M. Teddy Mfitou. Bonjour. En tout cas, nous sommes très ravis de te recevoir encore une fois dans notre émission. Merci. Aujourd'hui, c'est encore notre rubrique La culture en trois dimensions. Alors, pour commencer déjà, il y a des gens qui vous connaissent, mais vous pouvez encore vous présenter, on ne sait jamais. Je suis M. Mfitou Teddy, ambassadeur universel pour la paix depuis octobre 2020, polymathe, et journaliste de formation, écrivain et voilà, chercheur. Ok. M. Teddy Mfitou, vous avez écrit ce livre ici, Notre ipséité courtélinesque. Je voulais d'abord savoir, ipséité, c'est quoi? Et pourquoi vous dites que c'est courtélinesque? Oui, par ipséité, je vais dire identité. Donc, une ipséité, c'est une identité. Mais toute identité n'est pas forcément une ipséité. L'ipséité, c'est ce qui est intrinsèque, c'est ce qui nous lie, ce qui lie les ascendants et les descendants. Par exemple, Mfitou, c'est une ipséité. Teddy n'est pas une ipséité, c'est une identité. Parce qu'il y a plusieurs Teddy, mais quand on parle d'Mfitou, on parle d'une lignée. On parle des ascendants et des descendants. Et quand on parle de courtélinesque, c'est les rapports que nous avons à l'administration. Donc c'est pour dire que dans nos identités, il y a ce qui est propre à nous, en tant que legs que nous avons reçu de nos parents, de nos anciens. Non, ça c'est l'ipséité. Okay. Voilà. Quand c'est courtélinesque, c'est les rapports que nous avons par rapport à l'administration. Okay. C'est-à-dire qu'on porte des patronymes qui ne sont pas forcément nos ipséités, mais ça nous permet de nous... Voilà pourquoi j'ai intitulé le livre Ipséité courtélinesque. En fait, j'ai remarqué aussi, en lisant votre livre, on a l'impression que vous vous révoltez de quelque chose. Oui et non à la fois. Oui, parce que c'est ce que, en lisant, c'est ce que les gens vont apercevoir. Mais en réalité, ce n'est pas une révolte. En soi, je suis en train d'essayer d'établir une nouvelle pensée, une nouvelle manière de voir la vie, de voir notre existence. Et cette manière-là, c'est ce que les anciens, nos grands-parents, percevaient le monde, c'est ce qu'ils nous ont transmis. Ce sont des connaissances qui ont toujours existé. Moi, je n'invente rien. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de recourir à ce qui a déjà existé et essayer de le mettre en musique pour que les générations futures ne perdent pas tout ce qui a déjà été accompli depuis des lustres. Ok. Toujours en lisant le livre, on a l'impression que pour vous, le passé est plus important que l'avenir. Ce sont des réponses que je donnerai qui sont un peu ambivalentes dans le sens que l'humain, par rapport au progrès, a besoin de l'avenir. Il pense que l'avenir, c'est la solution parce qu'on innove et tout. Et ça donne l'impression d'être quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, je m'intéresse au passé parce que le passé, justement, c'est le moment le plus proche de la vérité. Si vous voulez connaître la vérité, vous êtes obligé de travailler sur le passé. Et je vais encore plus loin. Par rapport au monde actuel, vous allez remarquer la falsification historique, c'est fait justement sur base de l'avenir. Parce que si on revient au passé, on va savoir qui est qui réellement et qui a fait quoi surtout pour l'humanité. Parce qu'il y a par exemple un ancien président français qui a dit au Sénégal que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce qu'il se réfère au présent, en se projetant à l'avenir. Mais s'il avait eu le temps d'étudier le passé,
il allait comprendre que il y a 5000 ans, les anciens Africains ont bâti des pyramides, par exemple. On a réalisé des exploits que ils arrivent toujours pas aujourd'hui avec la technologie actuelle à reproduire. Donc tout ça, ça démontre que vous allez vraiment vous en rendre compte que surtout les lécodermes ont cette difficulté-là à accepter les passés. Voilà. Donc ils ont cette manie de vouloir parler de l'avenir pour occulter tout ce qui a été accompli. On parle des pyramides parce que c'est ce qui est facile pour les gens de voilà. Si, dans les livres d'ailleurs, je l'ai dit, c'est parce que les lécodermes n'ont pas réussi à déplacer l'Égypte. S'ils avaient la capacité de prendre des pyramides, de les transporter ailleurs, ils l'auraient fait. Donc c'est parce qu'ils en sont incapables qu'on a au moins ces traces-là. Imaginons... Mais ils pouvaient les détruire. Non, mais ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas une seule pyramide. Il y en a des milliers et dans différents endroits de la planète. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous a permis. Mais j'allais dans la droite ligne de ce que je disais par rapport au passé. Les gens vont parler des pyramides, mais les pyramides sont l'aboutissement de quelque chose. Au départ, nos ancêtres ont fait beaucoup mieux. Je peux donner rapidement 5 exemples. Je commence. Aujourd'hui, si nous parlons, le langage articulé, c'est aussi une invention de nos ancêtres, nous Congolais. Parce que lorsque l'homme est apparu sous la forme humaine dans cette dimension ici, dans cet univers, l'homme ne parlait pas. D'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, lorsque les bébés naissent, les bébés ne parlent pas. Donc pour qu'ils arrivent à parler, ils doivent d'abord commencer par émettre des cris, et c'est l'ensemble des cris qui produisent des sons, et il fallait identifier ces sons pour en faire un langage articulé. Donc si on parle aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres, à nous Congolais, avaient créé les langages. Donc ça, les lécodermes les savent et ils n'en parleront pas. On parle de la bipédie, le fait de marcher sur nos 2 jambes. Voilà, ça ce sont des choses que nos ancêtres ont fait, le sens de l'orientation. Savoir que ça c'est le nord, ça c'est le sud, ça c'est l'est, ça c'est l'ouest. Dans nos villages, quand vous allez en Afrique, dans n'importe quel village, là où il n'y a pas de panneaux de signalisation, il n'y a pas d'autoroute, rien du tout. Mais nos ancêtres vont en forêt, ils vont chasser, ils reviennent. Ils ne se perdent jamais. Mais vous prenez n'importe qui, vous le mettez dans la forêt, il va se perdre. Donc, et ils avaient ces sens d'orientation. On a les 4 gardiens du ciel, par exemple, les 4 étoiles qui nous permettent d'identifier le nord, le sud, l'est et l'ouest. Entre autres, Fomalo, Régulus, Antares, ça c'est aussi des inventions de nos ancêtres. Et aujourd'hui, grâce à ces inventions-là, ils ont développé les GPS qui produisent, voilà, il y a de l'argent et tout. Mais ceux qui ont inventé cela ne l'ont pas signé. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport du respect par rapport à la providence. Les ancêtres, nos ancêtres afro-ascendants, ne signaient jamais rien. Ils ne signaient pas leurs inventions. Mais aujourd'hui, n'importe qui invente n'importe quoi, il va mettre son nom. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce respect de la nature. Nos ancêtres se disaient que la nature, la providence nous a dotés de l'existence et il ne nous a rien donné. Il n'y a pas de cachet sur nos peaux où c'est écrit Dieu, Jésus ou tout ce que vous voulez. Donc, et ils ne pouvaient pas non plus, quand ils faisaient quelque chose pour l'humanité, les signer de leur nom. Voilà pourquoi peut-être il n'y a pas de nom d'inventaire. En plus, dans le livre, c'est comme si vous insistiez aussi encore que l'origine du monde a commencé au Congo. Là, je n'insiste pas, ça c'est une évidence. D'ailleurs, l'histoire nous l'enseigne. Tout le monde sait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Donc, s'ils reconnaissent que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est tellement évident que les primo-habitants de la planète sont africains. Voilà. Mais vous êtes plus au Congo. Pourquoi je parle du Congo? Parce que c'est simple. En fait, c'est comme si vous confondez l'Afrique et le Congo. Non, je ne confonds pas. Je situe exactement là où il y a problème. Pourquoi ils ne le disent pas?
ils ne le disent pas parce qu'on ne peut pas. Et ça, c'est une très belle question d'ailleurs que vous me posez. Ça va me permettre d'expliquer cela aux afro-descendants. Vous savez, aujourd'hui, quand vous parlez, je vais prendre un exemple de religion pour que les gens appréhendent bien ce que je vais situer. Lorsqu'on parle de l'islam, vous avez besoin de la Mecque. Lorsqu'on parle de l'église catholique, par exemple, vous avez besoin du Vatican. Lorsqu'on parle des peuples juifs et tout, vous avez besoin de Jérusalem. Est-ce la religion dépend de ces lieux-là, de ces endroits-là? Non. Mais ces endroits-là permettent une fixation. Ça permet à tout le monde de comprendre l'importance d'avoir telle chose ou telle autre chose. C'est comme des références. Ce sont des références. Et lorsqu'on parle de l'Afrique, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et le problème, c'est que aujourd'hui, on est capable. D'ailleurs, il y a les rovers Persévérance qui vient d'atterrir sur la planète, sur Mars et tout. Ça veut dire que les gens sont capables d'envoyer quelque chose à des millions et des millions de kilomètres, dans des dimensions que le cerveau de la majorité de nos compatriotes n'arrive pas à saisir. Mais comment sont-ils incapables de situer un endroit où on peut aller à pied? C'est ça la grande question. Moi, ma question, pourquoi je situe le Congo? Parce que lorsque au commencement, je vais prendre une référence biblique pour que les gens comprennent. On dit la terre était informe et vide, et puis voilà, la lumière soit et la lumière fut et tout. Pour que les terres émergées puissent apparaître, ça ne pouvait apparaître que dans la zone la plus chaude. Ce qui est simple, quand vous voulez sécher vos habits, par exemple, les habits commencent à sécher là où il y a les rayonnements solaires, là où il y a source de chaleur. Et l'endroit le plus chaud au niveau du continent africain, c'est aux alentours de l'équateur. C'est là où il y a le plus grand rayonnement solaire. Donc, ce qui fait que lorsque les terres devaient sortir de l'eau, c'est évident que c'est là que ça devait commencer à sortir en premier. Parce que c'est l'endroit le plus chaud. C'est aussi simple que ça. Au chapitre 4, vous parlez de l'autophisation. En fait, c'est quoi? C'est parce que il y a beaucoup de choses que l'humain n'arrive pas à appréhender. Notre cerveau n'a pas été programmé pour gérer tout ce qui est du domaine de l'infiniment grand ou de l'infiniment petit. Je vais donner deux exemples pour que ceux qui vont nous suivre puissent comprendre. Vous savez, lorsque vous êtes dans la dimension de l'humain, avoir 100 ans ou 110 ans, ça veut dire que vous avez trop vécu. Mais lorsque vous êtes dans la dimension, par exemple, des moustiques, vous n'arriverez jamais à 110 ans. Non. Votre espérance de vie est de 7 jours. Mais quand on parle de 7 jours, dans les 7 jours, dans la dimension des moustiques, vous avez fait 120 ans. C'est ça, en fait, l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est-à-dire que pour un chat, par exemple, l'expérience de vie des chats est de 30 ans. Un chat qui a vécu 30 ans aura fait tout ce qu'un chat peut faire. C'est-à-dire exactement ce que les humains font à 120 ans. De la même manière, lorsqu'on parlait des dinosaures, ils arrivaient à un certain nombre d'années. Et il y a des tortues qui ont plus de 300 ans. Donc, le problème chez nous, c'est avant de matérialiser les connaissances anciennes, nous devons déjà dégager notre existence pour comprendre tout ce qui est en dehors du périmètre de notre cerveau. Voilà le but de ces chapitres-là. Alors, toujours au chapitre 4, vous dites... il existe en réalité des découvertes ou même des connaissances, là je vous cite, qui nous font régresser. Ce sont des découvertes ou connaissances qui augmentent notre degré d'ignorance. C'est quand même paradoxal, hein? Des connaissances qui augmentent l'ignorance. Oui, effectivement, ça c'est quelque chose d'extrêmement important et je suis même content que vous ayez pu souligner cela. En réalité, aujourd'hui, tel que nous sommes, on a un certain nombre de connaissances qui sont des connaissances admises. Mais cela ne veut pas dire que c'est une vérité. Le problème, lorsque vous découvrez une vérité, automatiquement, ça remet en cause ce que vous aviez auparavant comme connaissance. Je donne un exemple.
tout le monde a appris à l'école que la personne qui aurait découvert l'embouchure du fleuve Congo s'appelait Diego Cao. Lorsqu'on pose la question, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, vous répondez Diego Cao. Dans nos connaissances actuelles, vous êtes intelligent. Mais lorsqu'on vient vous expliquer comment quelqu'un qui part du Portugal, qui n'a jamais connu l'Afrique, il prend son bateau. En partant du Portugal, quand vous abordez les continents africains, le premier pays que vous voyez, c'est le Maroc. Les messieurs ne s'arrêtent pas au Maroc. Après le Maroc, il y a la Mauritanie. Ils ne s'arrêtent pas à la Mauritanie, ils ne cherchent pas l'embouchure là-bas. Après la Mauritanie, il y a le Sénégal. Et ainsi de suite, la Gambie, on peut commencer à citer les pays. Il y a beaucoup de fleuves qu'il a traversés. Voilà. Il arrive dans un pays qui n'est pas le sien. Et dès qu'il arrive, on dit qu'il aurait découvert l'embouchure de cet endroit-là. Et pourtant, à son arrivée, il trouve un royaume qui existe. Il trouve des peuples qui vivent là. Et ces peuples-là vont se baigner dans cette embouchure, ils pêchent là-bas, ils font tout ce que l'humain peut faire. Comment on peut enseigner à des gens que c'est lui qui vient découvrir quelque chose qui existait déjà avant qu'il ne puisse arriver? Dès le moment où j'ai fait cet exercice-ci, vous vous rendez compte que non, ça ce n'était pas une vérité. C'est une connaissance qu'on a voulu inculquer parce que du point de vue occidental, nous étions nègres, donc idiots. Voilà pourquoi ils nous appelaient indigènes. Dans leur entendement, indigène veut dire quelqu'un qui est abruti. Donc on peut lui faire ce qu'on veut, on peut lui enseigner tout ce qu'on veut, il va les gober. Il va tout gober sans jamais les remettre en cause. Voilà pourquoi j'ai dit il existe des connaissances qui nous permettent de nous rendre compte au final que nous étions ignorants. Vraiment. Voilà, il y a des connaissances qui permettent de nous rendre intelligents, comme il y a des connaissances aussi qui régressent notre niveau de connaissance. En fait, ce sont des connaissances qui vous apportent des mensonges, quoi. Voilà, donc qui vous apportent des vérités, des contre-vérités. Des contre-vérités qui sont établies comme des vérités. Et nous sommes dans les livres, je développe cela. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes dans un monde où il y a tout. Il y a des vérités, des contre-vérités, des faits, des commentaires, des exemples. Alors, des fake news aussi. Voilà, quand vous avez tout cet ensemble d'informations, pour un profane, il ne sait plus faire la différence entre une information, un commentaire, un fait, une réalité et tout. Alors, notre travail en tant que chercheur est justement d'identifier les informations utiles pour pouvoir les transmettre à notre communauté. En tout cas. J'ai vu aussi dans le livre que vous avez expliqué l'origine du mot anglais « God ». Oui, parce qu'il y a beaucoup de mots que nous utilisons. Moi, je suis, dans la présentation, je ne l'ai pas dit, je suis aussi philologue. C'est-à-dire la philologie, c'est l'étude des sens. Et c'est ce qui me permet, dans la recherche, de comprendre et essayer d'expliquer cela. Quand on dit « God », pour dire Dieu, en anglais, en réalité, c'est une contraction des deux mots. Comme lorsqu'on a parlé de la pyramide lors de notre égrégore du monde, Congo égrégore du monde, on avait dit pyramide, c'est une contraction des deux mots. La pierre humide, c'est ce qui fait pyramide. Et God, c'est go, le verbe aller, et puis D de delta, delta comme pyramide. Donc, quand on dit God en anglais, en réalité, c'est aller vers le sommet. En réalité, c'est ça, voilà. Donc, c'est aller vers les sommets. Donc, le delta, le D de delta qui veut dire pyramide dans la pensée ancienne et le go du verbe aller. Donc, ils ont ensemblé des réalités. La contraction de ces deux mots, c'est ce qui a donné le nom de Dieu. Donc, les anciens ne parlaient pas comme vous et nous. Les anciens symbolisaient les choses. Nous, on parle, on explique, mais les anciens n'avaient pas besoin de parler, d'expliquer, de donner des détails. Ils symbolisaient et ces gens-là comprenaient les symboles. Voilà pourquoi il y a même un chapitre, les symboles et les emblèmes dans les livres. Donc c'est vraiment pour expliquer ces genres de choses, comment la pensée ancienne a essayé d'établir les choses. Vraiment.
Et vous avez aussi parlé dans le chapitre 12 des différentes dimensions de notre existence. Oui, c'est le dernier chapitre du livre, le chapitre 12, où je parle de la mort. Oui. Et la mort a toujours été dans la pensée récente, dans la pensée actuelle, comme une peur. Oui. Mais les anciens n'avaient pas peur de la mort parce qu'ils savaient que la mort en réalité n'était qu'un voyage. Oui. C'était le passage de la dimension physique dans laquelle nous sommes vers la dimension énergétique. Okay. Et les gens doivent savoir que nous avons 11 dimensions et dans les livres, j'essaye de détailler tout ça. Il y a 4 dimensions physiques et 7 dimensions énergétiques. Dans les livres, je l'ai détaillé au chapitre 12 pour que les gens puissent comprendre comment on passe d'une dimension à une autre d'après la connaissance ancienne de nos aïeux, de tous les afro-ascendants qui nous ont légué l'existence, la vie et toutes les connaissances que nous pouvons disposer dans ces livres. En tout cas, merci beaucoup Tedim Mfitou. Je crois que nous sommes presque à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Africains, aux Congolais pour qu'ils achètent votre livre? Chers internautes, les amis, les téléspectateurs qui vont suivre dans la chaîne de Papa Jerry Landou, nous essayons avec nos maigres moyens de faire de la recherche et d'essayer de mettre ces connaissances à la disposition de notre communauté. Le Congo, notre pays, n'est pas n'importe quel pays. Le Congo, rien que le Congo, c'est plus important que l'ensemble du monde habité. Oui. Mais c'est très difficile de le faire comprendre aux afro-descendants parce qu'ils ont eu à gober ce que nous avions parlé, des informations, des commentaires. Alors, ils ne se situent plus. Alors, nous essayons de donner les vraies informations détaillées avec des indications précises. Le livre est assez costaud. Et acheter les livres, c'est aussi le moyen de nous aider à continuer. Oui. Parce que la recherche coûte énormément cher. Et quand on va aller travailler pour les centres de recherche, des centres de recherche occidentaux, on vous oblige à travailler sur certains domaines et à ne pas explorer certains autres domaines. Or, ces informations sont importantes. Pourquoi? Parce que dans les langages anciens, le but de l'existence était de préserver la vie. Oui. La vie sous la forme humaine, c'est la chose la plus précieuse. Et pour la préserver, il faut connaître toutes ces petits détails, la manière dont les anciens concevaient le monde, voyaient la chose, et voilà. Donc, essayez de commander les livres, achetez-les, lisez-les, et nos numéros apparaissent là, vous allez voir, nos numéros sont là, nos contacts sont là. Et voilà, quand il y a des questions, nous sommes toujours disponibles pour essayer d'apporter des précisions, de donner des explications là où il faut les faire. Et quand je dis que le Congo est plus important que l'ensemble des mondes habités, c'est parce que dans les livres, je vous parle du mur des Planck, par exemple. C'est quoi un mur de Planck? Ça, tous les scientifiques le savent. Lorsque vous entendez les scientifiques dire mur de Planck, ça veut dire que ce sont des connaissances qui ne sont pas données à la population. On ne peut pas donner ça aux profanes. C'est pour un certain niveau, un certain degré. Donc l'Égypte, en réalité, incarne les murs de Planck. Donc l'Égypte, pourquoi on parle plus de l'Égypte? C'est parce qu'en parlant de l'Égypte pharaonique, on ne peut plus parler de ce qui a précédé l'Égypte. En réalité, c'est ça. Donc le raisonnement est simple. On ne peut pas, quand vous regardez l'Égypte par exemple, ça doit normalement faire réfléchir les afro-descendants. Personne ne se lève un matin et commencer à construire des pyramides. Avant de construire les pyramides, on doit acquérir de l'expérience, avoir certaines connaissances, l'expérimenter et pour venir maintenant bâtir cela. Donc ce que nous voyons en Égypte a commencé quelque part. Et ça a quelque chose à voir les mathématiques. Voilà pourquoi dans Congo et Grégor du Monde, nous avions parlé des mathématiques, de l'interprétation du langage mathématique. Parce que c'est ça la base des constructions égyptiennes. Mais les liens entre le Congo et l'Égypte, nous l'avons établi grâce aux mathématiques. Puis
nombre d'or au carré qui nous donnait la coudée royale. Donc 3,1416 moins 2,618 qui donnait 0,5236. Donc on a essayé de donner de manière scientifique les liens qui existent entre le Congo, là où tout est parti, et l'Égypte qui incarne les murs des planques, c'est-à-dire l'endroit où on met beaucoup de moyens pour que les gens ne regardent pas ce qui a précédé l'Égypte. Et pourtant, l'histoire de l'Égypte pharaonique est simple. Le roi Narmer, qui est considéré comme le tout premier pharaon d'Égypte, est parti du sud vers le nord, et il a conquis la basse Égypte, puis il a conquis la haute Égypte pour réunifier les deux royaumes et en faire les grands royaumes d'Égypte. Donc, tout cela montre qu'il est parti de quelque part et ce sont ces endroits-là maintenant qu'il faut situer. Et ces endroits-là, justement, je vous dis, c'est que les Égyptiens appelaient le pays des pontes, ça veut dire la cité des dieux, la région des grands lacs, à cause de l'eau. Et tous ceux qui ont étudié l'Égypte savent que c'est connu. L'Égypte est un don du Nil. Et la source du fleuve Nil se trouve au Congo. Dans la province de Haut-Ouélé, exactement la rivière Semlik. Voilà, ce sont ces informations-là, les liens que moi j'essaie de faire de manière scientifique pour essayer de donner ces éléments aux afro-descendants. Merci. Tedim Mfitou, merci beaucoup. L'année passée, vous avez écrit Égrégore, le Congo Égrégore du monde. Cette année, notre ipséité côté l'UNESCO, et l'année prochaine on doit s'attendre aussi à un autre livre? Bien sûr, l'année 2021, déjà là on est en train de... On a fait la réédition du Congo Égrégore du monde. Tous ceux qui ont commandé, tous ceux qui ont payé, parce qu'on n'avait plus de l'eau, on a sorti une nouvelle version 2021 qui est sortie toujours aux éditions du Pangolais. Mais vers la fin de l'année, nous sortirons Les Fossoyeurs de la République, où nous allons essayer d'expliquer comment, dans Égrégore, on a expliqué l'importance du Congo. Dans notre ipséité, on explique qui est le peuple Congo, le peuple de la création. Et dans Les Fossoyeurs, on expliquera comment la falsification historique a fait de sorte que les Congolais eux-mêmes ne puissent plus se reconnaître, en réalité, de connaître qui ils sont réellement, cette perte d'identité, et a produit les dégâts que nous voyons en transformant ce qu'on appelle communément un paradis en enfer. Vraiment. D'ailleurs, dans votre livre aussi, dans notre ipséité, vous parlez aussi, vous dites aussi que le Congo, c'est le paradis. C'est les lieux où, comment encore on dit ça, les pays où coule le lait et le miel. Donc, je crois que c'est aussi une petite introduction de votre troisième livre. Alors. Vous avez compris comment je travaille. Moi, dans chaque... il y a toujours des ponts. C'est comme si nous sommes en train de raconter une histoire, en réalité. Nous sommes partis du Congo Égrégore du monde. On est maintenant dans notre ipséité. Entre les deux livres, il y a des liens, il y a des passerelles. Et dans les prochains, il y aura toujours des passerelles. Il y a des choses que nous avons expliquées. Mais dans le prochain livre, nous allons les démontrer avec un peu plus de détails à chaque fois. Ok, avant de recevoir le troisième livre, vous dites que c'est le lieu où coule le lait et le miel, mais si on regarde ce qui se passe maintenant au Congo, la vie sociale des Congolais, c'est pas le lait et le miel. Hein. Oui, exactement. C'est parce que nous avons, comme nous l'avions dit, nous avons une mauvaise connaissance. Nous avons une mauvaise connaissance de notre pays. Nous avons une très mauvaise connaissance de qui nous sommes réellement. Nous ne connaissons même pas qui nous sommes en réalité. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans le continent africain, comme dans le Congo, notre pays, d'où nous venons, vous vous rendez compte que voilà un pays qui est doté de tout ce que l'humain peut espérer, mais qui va aller commander 10 millions, 15 millions, 20 millions. Je donne un exemple dans les livres, dans le chapitre où nous avons travaillé, et je salue Jean Goubal Kalala qui a préfacé les livres. Nous avons travaillé sur, dans le domaine de l'éducation et de la culture. Dans les livres, il y a beaucoup d'éléments que les gens vont... On a fait des propositions. Je donne une proposition que nous avons faite. Comment vous pouvez comprendre que nous sommes dans un pays, ici nous sommes en Belgique, où il n'y a pas même un petit caillou pour construire une maison, mais il y a la plus grande place minière au monde.
qui se trouve dans ces pays. Ça s'appelle Anvers. Oui. Mais quand vous êtes à Anvers, vous ne voyez aucun Congolais. Il n'y a pas de Congolais là-bas. Il n'y a pas de comptoir congolais. Non. Mais tout ce qui se négocie là-bas sort du Congo. Et pourquoi les Congolais eux-mêmes n'étudient pas la géologie, par exemple? Vraiment. Pourquoi? Expliquez-moi aujourd'hui, nous sommes en 2021. Quel est l'apport d'un cours comme, d'une section comme le latin philo? Qu'est-ce que le latin philo apporte aux Congolais? En tout cas, pas grand-chose. Le latin, c'est une langue qui est tombée en désuétude. Ouais. C'est une langue qui est morte, qui ne se parle plus. Mais on continue à enseigner aux petits Congolais le latin philo. Qu'est-ce que la philosophie occidentale peut avoir comme impact dans la vie sociologique des Congolais? Donc, il y a un déphasage. On aurait pu faire la philosophie bantou, la philosophie Congo. Ça aurait beaucoup plus d'impact parce que ce sont les valeurs ancestrales que nous pouvons transmettre aux générations futures. Au lieu d'enseigner, j'ai fait une proposition. Pourquoi donner à l'université les 4 langues nationales, par exemple? Que tout Congolais, où qu'il soit né, puisse apprendre les Congo, les Chiluba, les Swahili, les Lingala. Donc il y a beaucoup de choses dans les livres. Les livres n'est pas seulement axé dans un seul domaine. Voilà pourquoi ceux qui vont suivre l'émission, je vous les recommande. Lisez les livres, vous allez découvrir. J'ai fait des propositions qui sont là. Même notre gouvernement, les gouvernements de notre pays, le travail de recherche, c'est moi qui le fais. C'est nous qui le faisons. Mais ce n'est pas fait pour nous. C'est fait pour la population. Si le gouvernement trouve qu'il y a des choses intéressantes dans les livres et qu'il veuille mettre cela en pratique pour aider le peuple congolais, nous mettons ces connaissances-là pour l'ensemble de nos populations. Je ne parle pas que du Congo. Je parle même des pays africains, des gouvernements africains. Nous sommes ouverts pour travailler sur des domaines bien précis où il y a possibilité que nous puissions apporter nos petites connaissances. En tout cas, je crois que c'est presque fini. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, je vous remercie de nous avoir invités. Je remercie ceux qui vont suivre l'émission. Essayez de les partager, essayez de les envoyer à vos connaissances, amis et tout. C'est très important de faire connaître ce que nous faisons. Et surtout, nous vous les demandons. Acheter les livres pour nous permettre d'avoir les moyens de pouvoir continuer. Nous travaillons avec des fonds propres et la seule rémunération que nous avons, c'est une fois que les livres sont vendus, les paix que nous gagnons nous permettent de payer nos billets d'avion, de payer les hôtels et de pouvoir continuer à travailler pour le bien de la communauté. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, M. Tedim Mfwitu, d'avoir accepté notre invitation. Merci. En tout cas, bonne chance et courage parce que tout chercheur ne trouve pas, tout le monde qui trouve un échelle n'a pas obligatoirement cherché. En tout cas, nous te souhaitons bonne continuation dans tout ce que tu fais. Merci. Et chers internautes de GNLCongoAcademy.com, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner parce que c'est très important pour nous. Nous allons développer notre site et nous avons besoin de vos likes et de vos abonnements. Merci beaucoup et à la prochaine. C'était votre humble serviteur, Jerry Lando, 3 étoiles. Merci et à la prochaine. Au revoir.